Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel FreeCAD. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose que vous m'avez demandé plusieurs fois déjà, c'est le module d'assemblage. On va voir comment réaliser des assemblages sous FreeCAD. Et pour ça on va utiliser un nouvel atelier qui s'appelle Assembly2. Allez, c'est parti. Alors la première chose à faire, ça va être d'abord d'installer ce module Assembly2 parce qu'il n'est pas compris de base dans le logiciel FreeCAD. C'est pour ça que j'attendais un peu avant de faire cette vidéo, j'attendais de voir ce qu'allait donner la version 16 pour s'ils allaient le mettre ou pas, mais apparemment ils l'ont pas mis. Du coup, on va aller devoir chercher du côté des créateurs qui ont créé des ateliers personnalisés eux-mêmes pour le logiciel pour pouvoir assembler celui-là. Alors pour ça, j'ai fait une recherche Google FreeCAD Assembly2, j'ai pris le premier site GitHub et sur lequel on peut le télécharger, et nous y voici. Alors sur cette page là il y a quelque chose à voir, il y a deux trois choses à regarder avant de télécharger. Il y a d'abord le nom du créateur, ici ça va être Amish 2014, il me semble que c'est la même personne qui avait créé le module Drawing Dimensioning qu'on avait utilisé pour faire les cotations, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ensuite, la seconde chose à regarder, ça va être généralement d'aller regarder le fichier README, parce qu'il peut y avoir des bonnes informations dessus, ici par rapport à l'installation, et aussi par rapport au suivi de ce module. Par exemple, ici, hop, le créateur nous dit que par exemple cet atelier-là n'est plus maintenu, ne reste plus en maintenance, donc il y a très peu de chances que on ait de nouvelles mises à jour sur cet atelier-là. Maintenant, pour l'assembler, ce qu'il va falloir faire, c'est on va remonter ici, on va venir cliquer une fois sur Clone or Download, on va le télécharger sous format zip ici. Donc on clique sur télécharger. Une fois que le téléchargement se lance, vous voyez qu'il est ici, j'ai déjà fait une fois mais je vous le refais pour vous. Vous voyez qu'il est ici. Hop, je vais aller voir affiché dans le dossier. Donc, du coup, moi je l'ai en deux fois, je peux en enlever une. Une fois que j'ai mon fichier zip Assembly2, je vais l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, hop, je rentre dans le fichier master ici, et j'ai tous les fichiers qui composent donc mon nouveau module Assembly2. Il va falloir tous ces fichiers, il va falloir que je les mette à l'intérieur du dossier d'installation de mon logiciel FreeCAD. Je vais dans mon FreeCAD ici, version 0.16. Je vais dans le dossier mode. Une fois que je suis dans le dossier mode, je vais simplement créer un nouveau dossier. Hop, dossier que je vais appeler Assembly2. Hop, une fois que j'ai créé ce nouveau dossier, je l'ouvre. Et là, je vais venir glisser toutes ces pièces-là, je vais venir les faire glisser dans mon nouveau dossier. Donc vous faites un copier-coller, vous faites extraire ici, vous faites glisser et déposer comme moi ici, comme vous voulez. Une fois que toutes les pièces sont à l'intérieur, la manip est faite, j'ai un nouvel atelier qui normalement devrait apparaître directement sur FreeCAD lorsqu'on lance FreeCAD. Vérifions quand même que c'est le cas. Alors, hop, j'ai mon FreeCAD qui s'ouvre, et je vois qu'ici en haut, j'ai un nouvel atelier plutôt, pardon, qui s'appelle Assembly2, avec des nouveaux boutons spécifiques qui vont nous permettre de faire ces petits assemblages. Alors, voilà pour la première partie de la vidéo qui était sur l'installation. Maintenant, on va voir la méthodologie pour faire ces assemblages. Alors, déjà, il faut avoir toutes les pièces qu'on veut assembler dans des fichiers FreeCAD séparés. Et il va falloir créer, une fois qu'on a toutes nos pièces, un autre fichier, donc un nouveau fichier. Pour ça, vous faites CTRL-N ou créer un nouveau fichier ici, que vous pouvez enregistrer, qui va s'appeler assemblage. Je vais le remplacer ici. Donc, une fois que vous avez votre nouveau fichier assemblage, vous pouvez aller dans l'atelier Assembly2, et c'est maintenant dans ce fichier assemblage qu'on va venir importer toutes les pièces qu'on veut assembler. Moi je l'ai appelé ici assemblage pour l'exemple, mais vous ce sera le nom de projet complet que vous voulez assembler. Alors, pour importer toutes ces pièces, ça va être le premier bouton ici à gauche avec la croix rouge, plus importe, qui nous dit qu'il sert à importer une pièce d'un autre document FreeCAD. Je clique une fois dessus, je me suis fait un fichier où j'ai toutes les pièces que j'aimerais utiliser pour faire cette vidéo sur l'assemblage. Donc là j'ai toutes mes pièces, 1, 2, 3, 4, vous voyez que j'ai la pièce flèche, pilier, rectangle, socle, sphère, et mon dernier fichier que j'ai mis avec qui s'appelle assemblage. Donc je vais importer toutes ces pièces ici, une par une. Hop, je viens de mettre flèche, je fais la même chose avec pilier,
juste avant une fois que vous avez cliqué sur importer, vous voyez que si vous bougez votre souris, vous pouvez choisir où vous mettez cette pièce là, sachant que ça a peu d'importance puisque vous pouvez le mettre où vous voulez. L'important c'est que les pièces ne se superposent pas trop pour qu'elles soient faciles à attraper plus tard. Alors pilier, il me manque quoi? Il me manque rectangle. Hop, ici. Et il me manque socle. Je vais le mettre là. Et le dernier, c'est la sphère. La sphère, je vais vous le montrer en plus parce que elle met un peu plus longtemps à s'ouvrir. Du coup, on voit que d'abord il ouvre le fichier à part. Là, il faut toucher à rien. On attend que ça se fasse avant de le transférer dans l'assemblage. Donc, si jamais c'est des pièces un peu grosses que vous essayez d'importer, n'ayez pas peur, ça peut prendre un peu de temps. Il faut arriver à cette vue-là sur votre fichier assemblage avant de cliquer ailleurs pour être sûr que tout soit bien passé. Alors, une fois que j'ai mis toutes ces pièces dans mon fichier assemblage, déjà je vais sauvegarder, comme ça je n'aurai pas à le refaire si jamais on a des soucis. Et je vais pouvoir commencer à faire mon assemblage. Alors vous voyez que je vous ai fait un petit jeu pour enfants où il va falloir mettre les formes correspondantes au bon endroit. On va commencer par le rectangle, par le pavé du coup qu'on va essayer de mettre dans cet emplacement ici. Alors pour ça on va utiliser des contraintes de plan qui vont être ici sur ce bouton, ajouter une contrainte plane entre deux objets. J'ai une petite boîte de dialogue qui s'ouvre ici, qui me dit qu'il faut choisir deux plans. Je prends le premier plan, ça va être celui-ci ici, sur mon pavé, et le second ici. On voit que mon socle a l'air de s'être légèrement déplacé pour mettre en face ces deux plans. Donc ces deux plans sont maintenant coïncidents, mais ça suffit pas pour contraindre totalement notre pavé. Donc on va faire la même chose avec un deuxième plan. Par exemple, ce plan ici sur le côté, hop, je fais pas la même chose. D'abord, je clique sur le bouton de contrainte planaire, et ensuite sur les deux plans. Une fois que ça c'est fait, je vois que mes deux solides se sont alignés et mes deux plans sont maintenant coïncidents. Il me reste donc un troisième plan pour venir, une troisième contrainte à ajouter pour venir fixer définitivement mon pavé dans le trou correspondant, qui va être aussi une contrainte planaire. La première pièce c'est la plus facile. Et alors, pour ça, je vais prendre ici ce plan ici, et ce plan ici. Alors donc vous voyez que c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Moi j'ai fait une petite erreur en fait. Il fallait que je prenne ce plan là, mais il fallait que je le mette en coïncidence avec ce plan ici. Pour ça, pas de souci, on peut aller effacer donc notre dernière contrainte qui est ici, qui est notée ici dans l'arbre de construction. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on ajoute une contrainte, à chaque fois, on peut ouvrir un peu plus loin l'arborescence de notre construction. Et on voit que dans rectangle et socle, on a des contraintes à chaque fois qui sont venues s'ajouter. Et si j'efface la dernière, je peux effacer soit ici, soit ici. Si j'en efface une ici, elle va être effacée ici et inversement. Maintenant que j'ai effacé ma dernière contrainte, il va falloir que je la refasse. Alors pour ça, c'est pas très pratique de venir sélectionner ma pièce ici. Alors je vais venir la déplacer. Je vais venir utiliser cette croix bleue ici pour venir déplacer mes pièces. Donc je vais choisir en premier dans mon arbre de construction la pièce que je veux déplacer. Ici c'est rectangle. Ensuite, je clique sur Move Part. Et vous voyez que ça me refait lorsque j'avais chargé ma pièce. On en revient au même endroit. Je vais la remettre ici. Hop, je clique. Une fois qu'elle est positionnée, que je la place pour sélectionner le plan que je veux, je refais ma contrainte. Voilà, entre ce plan et ce plan du coup. Et on voit que tout s'est bien passé, le rectangle s'est mis au bon endroit. Si jamais je déplace encore une fois ma pièce rectangle, et que je veux relancer les contraintes pour qu'elles reviennent à sa place en obéissant à toutes les contraintes que j'ai mis, il suffit de cliquer sur ce petit Rubik's Cube là, qui va être notre solver, qui va résoudre toutes les contraintes actuelles. Donc pour l'instant, les contraintes sont juste entre ces deux pièces là, donc elles vont venir se déplacer pour se mettre ensemble. Une autre utilisation de cette flèche bleue, ça va être pour pouvoir multiplier vos pièces. Si vous avez plusieurs fois une même pièce qui se reproduit, par exemple un vis ou un petit cylindre, vous pouvez, avec cette flèche bleue, je vous montre ça tout de suite, on peut déplacer effectivement le rectangle, mais si vous laissez appuyer sur Maj et que vous faites des clics, gauche, vous allez multiplier comme ça votre pièce et créer des nouvelles instances de votre pièce. C'est la seconde utilisation du coup de cette petite flèche bleue. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la sphère dans son emplacement. Pour ça, c'est très simple, on va utiliser ce bouton ici qui nous dit qu'il ajoute une contrainte entre deux objets
Et il faut que ces surfaces soient tirées d'une sphère. Donc je prends cette première sphère là, je clique sur cette deuxième sphère là. Vous voyez qu'elle est venue monter sur mon socle très facilement. Voilà, c'est fait. À noter que pour que ces contraintes-là marchent, il faut bien évidemment que vous ayez des sphères de même rayon, parce que sinon ça ne marchera simplement pas. Alors, on va essayer de mettre ce pilier-là à l'intérieur de ce petit trou qui lui correspond. Pour ça, on va utiliser une nouvelle contrainte, une contrainte qui va se baser sur les axes. Donc l'axe de ce cylindre-là, je veux qu'il soit coïncident avec l'axe de ce trou-là. Le bouton pour faire ça, il est ici. Add, ajouter une contrainte axiale. Donc je clique une fois dessus, et là je vais sélectionner deux surfaces. Lorsque je vais cliquer sur ces surfaces, le logiciel comprend que je parle de l'axe de révolution de ces surfaces-là. Hop, donc je clique sur cette première surface-là, sur la seconde ici. Mon cylindre est venu se positionner de telle façon que son axe soit coïncident avec l'axe du trou. Très bien. Maintenant, il me reste une dernière contrainte entre deux surfaces, celle-ci ici et celle-là là. Donc voilà notre cylindre positionné. Il lui reste un dernier degré de liberté qui va être une rotation. Si on veut bloquer ce degré de liberté là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une autre contrainte qui va être une contrainte angulaire. Contrainte angulaire entre deux plans qui va être avec ce bouton là. Ici, créer une contrainte angulaire entre deux plans. Je vais venir l'utiliser. Je vais prendre ce plan ici par exemple et ce plan là. Hop, et j'ai créé ma dernière contrainte. Alors si on veut la voir, cette dernière contrainte, elle est ici, angle contrainte 0,01. Et je peux venir ici mettre l'angle que je veux. Moi je veux un angle de 0 pour bloquer mon cylindre dans ce sens-là, mais si je mets 90 et que je mets à jour, vous voyez que mon cylindre va se mettre à 90 degrés et va être bloqué dans ce sens-là. Alors une dernière chose à faire maintenant, du coup, ça va être dans mon petit exercice, ça va être de mettre cette flèche là, de venir la caler en haut du cylindre. Et c'est là que les problèmes vont arriver. Alors, pour faire ça, je vais faire une contrainte, je vais mettre une contrainte entre ce plan ici et entre ce plan ici par exemple. Je fais ça tout de suite, je choisis le plan ici sur mon cylindre et ce plan là sur le côté. Et là, mon ordinateur a des problèmes. Et on a le message d'erreur typique quand vous allez avoir sur sur l'atelier Assembly 2. Il nous dit, alors, le module Assembly 2, le solver du module n'a pas réussi à satisfaire la contrainte entre ces deux plans. Dans les possibles causes, les contraintes que vous avez demandées sont impossibles ou contradictoires. Une autre cause, c'est que la contrainte est simplement trop difficile à résoudre pour le solver, ou c'est un bug. Et enfin, il nous propose d'effacer de suite cette contrainte qu'on vient d'utiliser. Donc je vais cliquer sur oui. Pour essayer de faire une autre contrainte, je vais essayer de faire une contrainte différemment. Je vais essayer d'abord de commencer par la contrainte entre ce plan ici et ce plan ici. Elle marche pas non plus, donc j'ai quand même l'impression que c'est des contraintes qui sont pas très difficiles et qui ne marchent pas. Alors, moi, mon avis sur la question, c'est parce que du coup, on a déjà des contraintes entre ces deux objets-là. Du coup, quand je fais intervenir un troisième objet, on va avoir des soucis et ce problème-là va arriver de façon récurrente. Moi, ma méthodologie pour éviter ce problème-là, ça va être de créer et de faire des sous-ensembles qui correspondent à des sous-ensembles cinématiques. Alors, qu'est-ce que c'est un sous-ensemble cinématique? Ça va être qu'on va mettre ensemble toutes les pièces qui ont les mêmes mouvements. Par exemple, sur un vélo, vous avez le sous-ensemble cinématique de la roue, qui est composé donc du moyeu, de la jante, des rayons, toutes ces pièces-là qui bougent ensemble. Notre sous-ensemble cinématique sur le vélo, ça va être le cadre qui lui bouge d'une façon différente que la roue. Donc la flèche et le socle sont un ensemble cinétique, puisqu'ils ont les mêmes mouvements, et le socle et le rectangle, le socle et la sphère est un ensemble cinétique, puisqu'ils sont fixes entre eux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va créer un autre petit assemblage. Pour ça, je vais enlever ces objets-là de cet assemblage ici. Donc j'enlève le pilier ici. Donc je l'efface et j'efface ma flèche aussi. Je vais créer une nouvelle pièce que je vais appeler hop, enregistrer sous, que je vais appeler assemblage
pilier plus flèche. Et dans cet assemblage pilier plus flèche, je vais venir importer, vous l'aurez deviné, mon pilier et ma flèche. Hop. Et là, dans cette nouvelle pièce, je vais faire résoudre les contraintes entre donc le pilier et la flèche, c'est ce qu'on a vu. Et vous allez voir que là, ils vont marcher, contrairement à tout à l'heure. Donc une contrainte plane entre cette pièce là et ce plan là. Il me manque quoi? Je vais mettre une entre cette pièce et cette pièce aussi. Cette pièce, ce plan et ce plan. Alors là, on voit que ça n'a pas pris le bon côté, du coup je peux utiliser le bouton pour renverser la contrainte. Voilà, pourquoi pas. Il me manque une dernière contrainte. Je déplace ma flèche pour qu'on voit mieux. Et la dernière contrainte, je vais aussi utiliser une contrainte de plan, mais elle est un peu plus pernicieuse, parce que du coup, ça va être entre ce plan-là, et là, ça va pas vraiment être un plan. Je vais pouvoir la mettre sur ce point ici. Et vous voyez que ça marche. Alors, ça marche, mais c'est pas très beau. On pourrait pas faire mieux. Allez, on va essayer de faire mieux. J'efface ma dernière contrainte. Je vais redéplacer ma flèche, donc je clique sur flèche, déplacer, et je vais mettre une contrainte de plan entre du coup ce plan ici, je fais un fond de la flèche, et un point ici. Voilà, c'est quand même un peu plus joli. Enfin, les pièces ne se rentrent pas les unes dans les autres. Pour vérifier si vos pièces ont des interférences entre elles, il y a un objet de vérification, il me semble. Lequel est-il? Oui, voilà, c'est celui-là. Cette espèce de check faire là, qui vérifie dans l'assemblage s'il y a des interférences entre les pièces. Donc vous pouvez cliquer. Ici, vous dit que c'est OK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence entre les pièces. Voilà. Ça, je vais l'enregistrer. CTRL S pour aller un peu plus vite. Hop, j'enregistre mon assemblage pilier plus flèche. Et maintenant, dans l'assemblage global ici, je vais venir importer, ici avec toujours le même bouton. Au lieu d'importer juste une pièce, je vais importer mon assemblage pilier plus flèche. Par contre, du coup, cet assemblage est considéré comme une seule et même pièce. Ici, vous ne pouvez plus modifier séparément la flèche et le pilier. Mais par contre, on va pouvoir maintenant mettre des contraintes normalement sans souci entre ces deux ensembles. Hop, je mets une contrainte de plan entre ces deux plans là. Et ensuite, je vais venir chercher une contrainte entre deux axes, l'axe ici de mon pilier. Non, pas ici, ici. L'axe de mon pilier et l'axe de mon trou. Et ça ne marche pas, et c'est très énervant. Tiens d'ailleurs, pourquoi ça marche pas? Alors que la contrainte, si j'efface la contrainte de plan, que je mets en premier la contrainte axiale, ça a l'air de marcher, ça a l'air de fonctionner. Je vais déplacer ça. Et je vais essayer de mettre la contrainte en top plan maintenant, en second. Et là, les choses ont l'air de fonctionner. Donc, le fait que j'ai d'abord fait la contrainte entre les axes a l'air de marcher mieux que si d'abord je fais la contrainte entre des plans et les axes après. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Ben je vous montre aussi les limitations de ce module. Vous voyez bien que des fois il y a des erreurs. Alors c'est pas forcément, si vous avez des erreurs, c'est pas forcément votre faute, c'est pas forcément vous qui avez fait une erreur. C'est peut-être aussi simplement un bug ou le solver qui n'est pas, comme le précise d'ailleurs le créateur. Je crois qu'il nous dit que, oui voilà, le solver de contraintes ici, il est pas au top, donc il peut y avoir des petites erreurs ou des bugs comme cela. Une fois que j'ai fini, je peux enregistrer mon assemblage ici, et je vais vous montrer du coup les derniers boutons qu'on n'a pas utilisés. Quels sont-ils? Ici c'est une contrainte Circular Edge, je clique une fois, et en fait c'est rien de plus qu'une contrainte qui va venir sélectionner du coup les côtés de chacun des cercles. Donc je peux dire que ce cercle-là doit venir en contact avec ce cercle-là. Voilà. Je ne sais pas dans quel cas ça peut être plus utile qu'une contrainte entre deux axes, mais on ne sait jamais.
Pour voir les rotations qui manquent, pour voir les degrés de liberté qui restent sur vos pièces, vous avez ici cette petite flèche là qui permet de vérifier quels sont les degrés de liberté que vous avez laissés dans votre assemblage. Moi ici j'en ai 3 qui ont l'air d'être en rapport avec ma sphère. Ça me paraît logique puisque ma sphère j'ai juste positionné mais j'ai réglé aucun de ces degrés de rotation et donc il lui reste 3 degrés de rotation. On va essayer de voir ça. Par exemple si je clique sur ce premier degré de rotation et que je clique sur Animate Selected qui va nous dire, qui va nous permettre d'animer le degré de rotation de liberté sélectionné. Je vois que ma flèche, que ma sphère a l'air de bouger. Je vais essayer de regarder le second. Pourquoi pas. Pour bloquer tout ça, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre une contrainte angulaire. Si je reviens, je vais essayer de mettre une contrainte angulaire entre ce plan et ce plan. Donc je choisis mes deux plans. Voilà. Donc dans ma sphère, j'ai ma dernière contrainte angulaire. L'angle est à 0 ici, c'est ce que je veux. Ma contrainte angulaire a l'air d'être respectée. Je vais maintenant vérifier ici, sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'il nous reste. Et il nous reste, en mettant cette contrainte angulaire là, j'ai résolu à mon avis 2 des rotations sur les 3 possibles, il en reste une du coup. La sphère peut tourner encore sur son axe Z, on va dire. Et rotation de la sphère. Oui voilà, c'est le dernier axe de rotation qui lui reste. Et ici, ma dernière rotation, mon dernier degré de liberté, si jamais j'essaie de l'animer, on voit que c'est la rotation du coup entre mon pilier et mon socle. Celui-là, j'ai moyen de le résoudre avec une contrainte angulaire entre deux plans, comme on a vu. Je vais pouvoir dire que, par exemple, hop, cette face-là, contrainte angulaire entre deux plans, entre cette face-là et cette face-là, et on voit que l'angle est mis à 0 par défaut, ça me plaît bien, voilà. Donc si, là, on a résolu cette contrainte-là, normalement elle ne devrait plus apparaître dans ce bouton-là, il nous reste que la dernière rotation, qui est la rotation de notre sphère. Youhou, qui bouge. Donc voilà, on a réussi à résoudre toutes les contraintes les plus faciles à mettre. On a réussi à paramétrer notre assemblage de façon assez complète. Qu'est-ce que je peux montrer encore? Ce bouton-là, il me semble pas que j'en ai parlé. Ça va être un bouton qui va permettre de mettre à jour les pièces à l'intérieur de votre assemblage. Si par exemple, j'ouvre ici ma flèche et que je modifie sa longueur, donc j'ouvre indépendamment cette flèche-là et je vais venir chercher je vais venir augmenter la longueur de cette flèche là, ou le modifier même la forme de la flèche, tiens. C'est ce que je suis en train de faire. J'enregistre, je ferme, je reviens dans mon assemblage, et là je vais cliquer sur le bouton pour faire la mise à jour. Et les choses ne se passent pas de façon correcte, parce que là j'essaie de faire la mise à jour, mais il faut d'abord que je fasse la mise à jour de mon assemblage intermédiaire, qui est, vous vous souvenez, assemblage pilier flèche. Donc j'enregistre ça ici, je vais ouvrir assemblage pilier flèche, je clique sur mise à jour des pièces qui la composent, hop, je vois que la mise à jour a été bien effectuée, j'enregistre, je peux le fermer, ici je clique sur mise à jour, et je vois que tout s'est bien passé sans erreur. Alors pour conclure, on va parler un peu de pourquoi faire des assemblages et dans quel cas les faire. Le cas où ça va être le plus intéressant, c'est si jamais vous voulez faire des mises en plan de votre assemblage. Par exemple, là si je veux mettre en plan l'ensemble de notre petit assemblage qu'on a fait aujourd'hui, je vais devoir utiliser un bouton qu'on n'a pas vu là, qui s'appelle Mux, et qui va assembler toutes les pièces de notre assemblage en un seul objet. C'est l'équivalent un peu d'une opération booléenne d'union entre toutes les pièces. Une fois que c'est fait, vous voyez que vous avez un nouvel objet qui apparaît, qui est par défaut invisible, et qui s'appelle Mixed Assembly. J'efface toutes les autres pièces. Je rends visible ce Mixed Assembly, et vous voyez que c'est maintenant tout ça est devenu une seule et même pièce que je peux venir mettre du coup dans un drawing si je veux. Pour ça, je vous remonte vite fait, je vous invite à aller voir la vidéo sur le drawing et cotation si vous vous souvenez plus. Mais grosso modo, il fallait faire ça, on cliquait sur la pièce qu'on veut dessiner, et on pouvait mettre des vues comme ça
sur notre feuille. Voilà, du coup on peut très vite avoir des vues de notre assemblage entier pour faire des plans de la mise en plan, ce qui est d'ailleurs le principal avantage en fait de ce module d'assemblage. Ensuite, je peux vous montrer deux exemples que j'ai ouverts précédemment pour vous montrer. Ça, c'est un assemblage, c'est une lampe que j'ai fait du coup avec le module assembly. Mais pour vous montrer, donc j'ai fait des sous-assemblages cinématiques comme je vous expliquais dans la vidéo, etc. Mais je peux aussi montrer quasiment la même chose. Et pour cette lampe, par exemple, ben, j'ai pas du tout utilisé le module assembly. Je suis arrivé à ça juste en faisant des groupes dans ma construction. Vous voyez, j'ai plusieurs groupes, base, volant, pignon. Juste en faisant plusieurs groupes, on peut aussi arriver à faire des objets entiers. Et l'avantage, ça va être de pouvoir directement modifier sans avoir à faire des mises à jour, comme on a vu, de pouvoir modifier toutes les pièces. Le désavantage, c'est qu'il va falloir être assez rigoureux sur les positionnements des esquisses. Parce que du coup, lorsque vous allez créer des nouveaux objets, je vous fais un petit exemple. Pour créer deux objets dans un même document 4, deux objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, il faut que les esquisses aient rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que là, ça va être mon premier objet dans mon modèle que je vais appeler, je vais le mettre dans un groupe. Je sais pas si j'ai déjà parlé de comment créer les groupes. Suffit de faire un clic droit sur le nom de votre fichier, créer un groupe. Je vais créer le groupe 1. Je fais glisser mon pad à l'intérieur de ce groupe 1. Et maintenant, si je fais une seconde esquisse, il faut que ma seconde esquisse n'ait pas de rapport en fait avec le premier objet pour que ces deux objets soient considérés comme vraiment séparés et indépendants en fait. Donc ça, je peux refaire une esquisse en utilisant le côté décalage ici, par exemple 50 mm. Et je fais mon second objet. Voilà pourquoi pas. Et que je peux mettre du coup dans un groupe 2. C'est pas obligatoire de faire des groupes, hein, mais c'est quand même bien plus pratique pour s'y retrouver. Voilà, et là du coup vous avez deux objets un peu comme qui sont pas vraiment comme dans un assemblage, mais au final qui sont regroupés dans le même document, donc pour un seul document, un seul fichier avec deux objets différents que vous pouvez modifier tous les deux indépendamment en allant dans leurs esquisses respectives en utilisant toujours la touche visibilité avec espace. Ça peut être assez pratique et c'est comme ça que j'ai fait pour ce petit projet là. Voilà, on a fini pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on va se retrouver, je pense, pour la prochaine vidéo où on va parler des macros. On va essayer de faire une macro qui nous permettra de lire des données à partir de fichiers texte. Voilà, à bientôt!